Au scandale, le vol du pétrole béninois. Ici votre serviteur, le lion de Diakotomé, digne fils de Parakou. Nous sommes le 5 décembre 2025. Depuis Adjara, je vous fais le point de la situation sur le scandale en cours sur le champ pétrolier donc, de Semer. Alors, à Semer, nous avons un opérateur qui est donc chargé donc, de forer, d'explorer, donc d'exploiter le pétrole de Semer. C'est Akrake Petroleum. Et c'est en fait une compagnie constituée à la fois donc, de trois sociétés. Rest International, une compagnie singapourienne qui est également basée en Norvège, actionnaire à 76%. Nous avons Octogone, notre compatriote, M. Razak Saka, donc qui est actionnaire à 9%, et la Société nationale, c'est-à-dire tous les 13 millions de Béninois représentés par la Société nationale, qui est actionnaire donc à 15%. Donc au final, nous avons les 100%. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tout part donc de début novembre. Début novembre, il y a une ferraille qui est arrivée au Bénin, donc qui est appelée le MOPU, mais tendancieusement, il y a Reste International qui prend un communiqué en disant en gros que au Bénin, hein, voilà, tout se passe bien, le forage se passe bien, alors que ça n'en est pas, ça n'en est pas un. C'est complètement faux. Et curieusement, en fait, il mentionne dans le communiqué qu'il y a en fait ce qu'on appelle un FSO. Un FSO, en fait, c'est un avis sur lequel on fait le traitement donc du pétrole, d'accord? Et on fait son stockage. Et à partir donc de là, on peut faire venir les tankers. Les tankers, ce sont les navires donc qui permettent donc de charger le pétrole du point donc de production vers les points de vente. Et donc, ils disent que le FSO est arrivé dans nos eaux, parce que ça, c'est ce qu'ils ont prévu dans le plan de développement. Et que l'unité de production elle-même, qu'on appelle le MOPU, en fait, une unité mobile, qui devait arriver en fait d'ici fin novembre. Sauf que quand on a vérifié de faute en comble, quand on a enquêté derrière, on s'est rendu compte en fait qu'il ne s'agit pas donc de l'arrivée du FSO, mais plutôt de l'unité de production. Et donc là, je vais faire le point sur cette unité de production et vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est un scandale. Donc tout de suite, on y va dans le fond. Alors, quelle est l'unité de production qui a été envoyée? Il s'agit d'une unité baptisée actuellement Stella Energy 1. C'est appelé, c'est un S-Rig, de forage du type Jacob qui permettait en fait donc de forer et c'était un matériel, en fait, une plateforme de forage de la société ADNOC. La société ADNOC, c'est la compagnie nationale de forage des Émirats arabes unis. Et donc, ça battait pavillon Émirati, ou je ne sais pas ce que vous voulez, et c'est immatriculé IMO 875 3172 en 1983. Donc ça, c'était l'immatriculation initiale sous le... Bon, l'immatriculation ne change pas, mais en tout cas, ça battait pavillon Émirat. Et donc, c'était une plateforme de forage de la société ADNOC. Donc, cette ferraille a subi des transformations en 2012 de la part donc, de Dry Dock World au profit toujours donc de la société nationale. Et curieusement, en fait, ça a été transformé progressivement et en fait, en avril 2025, là, notre consortium appelé Accra Petroleum Bénin a pris contact avec l'opérateur Dry Dock pour acheter cette ferraille-là, hein, qui est vieux donc de 83, on a dit de 83, maintenant ça fait à peu près 42 ans. En fait, et l'objectif était donc de transformer, a été donc de transformer ce rig-là, donc une plateforme de forage, en une unité de production. Donc on parle d'une vieille ferraille de 42 ans, on parle donc d'une vieille ferraille de 42 ans qui a été transformée en unité de production pour relancer donc le développement donc du champ de semen. Et donc, cette unité-là a été transformée par Dry Dock World à Dubaï et a été acheminé par deux remorqueurs type de nom Red Force et Britoil, Britoil Dominance, bon pas Britoil, on va lire ça Britoil parce que tout ça c'est en anglais. Britoil Dominance, c'est en fait un Sicor 88. Je vous ai joint toutes ces informations, les photos des deux remorqueurs, les photos à la fois de la plateforme en 2012 lors du premier rafistolage,
de la plateforme en 2025, en octobre 2025, quand ça a été remarqué et tracté, quand c'était en train d'être tracté vers le Bénin. Je vous ai joint également la lettre pondue, ou en tout cas le communiqué pondu par la société RES International, qui est l'actionnaire majoritaire et opérateur donc, du champ de Sémin, euh, qui stipule en gros qu'il s'agit d'un FSO qui est arrivé et que l'unité de production devait arriver d'ici fin novembre. Bon, ça c'était déjà passé, hein. Ils n'ont pas encore produit d'autres communiqués, mais dans tous les cas, en fait, début novembre, ce qui est arrivé, ce n'était pas un FSO, mais plutôt l'unité de production. Et donc, en fait, ils ont menti à la fois aux actionnaires, ils ont menti au peuple béninois. Et qu'est-ce que cela cache derrière? C'est ça ce sur quoi nous devons nous accentuer ce matin. Je vous ai également, dans le communiqué que j'ai joué à cet audio, mis les références, c'est-à-dire les coordonnées géographiques donc du positionnement du rig qui est en train de forer les puits qui devaient être produits. Je vous ai également mis à côté, hein, pour toute vérification, les coordonnées actuelles de la plateforme de l'unité de production là, qui est le MOPU, appelé Stella Energy 1, et qui bat actuellement pavillon Liberia. Donc en gros, comme ça n'appartient plus à ADNOC qui s'en était servi, hein. Donc ça a changé de pavillon. Désormais, c'est sous pavillon Liberia. Donc c'est immatriculé, réimmatriculé au Liberia, rebaptisé au Liberia. Et donc ça va servir dans nos eaux pendant la durée donc, de la production qui est prévue, donc qui est de 10 ans initialement. Bon. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a, c'est que non seulement les cadres, les ingénieurs, ou en tout cas tout le ministère a officiellement comme information que c'est un FSO qui est arrivé, mais en gros, en fait, c'est une unité de production. Donc, soit la réflexion serait de dire, OK, ben, ces messieurs, ils sont venus avec une unité de production, donc ils vont peut-être, en espérant, hein, parce que le forage n'a pas atteint l'objectif. Bon, il n'y a qu'un seul puits actuellement qui a atteint 2200 mètres donc, de profondeur. En MD, on suppose qu'en TVD, c'est-à-dire la profondeur réelle en verticale, ça doit tourner autour donc dans les 1900 et qu'à cette profondeur, normalement, on devait être dans le réservoir. Mais en tout cas, les rapports, donc, c'est juste une parenthèse, hein, les rapports géologiques de forage auxquels nous avons eu accès nous indiquent qu'il n'y a pas, en tout cas, il y a jusqu'à à peu près 60% d'incertitude qu'on est dans un puits sec. Donc tout ça n'est pas sérieux, c'est pas rassurant. Et dans tous les cas, il ne peut rien faire pour le moment parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont explosé le BHA, donc ils ont pu récupérer une partie. Donc là, actuellement, ils sont en train de réfléchir à descendre les casings, mais ils n'y arrivent pas. Et donc, du coup, au final, ce qu'il y a lieu de faire là, c'est peut-être de faire venir notre BHA. Et c'est ce sur quoi ils sont en train de tergiverser, en tout cas de réfléchir. Et les délais aussi du rig sont impartis. Le rig devait partir de nos eaux d'ici quelques jours. Donc, il y a une négociation qui est ouverte derrière pour prolonger, nonobstant le fait que le rig devait être en Côte d'Ivoire déjà depuis début décembre et que du coup, tout retard est synonyme, en tout cas est sujet de remboursement de la part donc, de cette compagnie-là. Et donc, on pense en fait que RES International, qui est l'actionnaire majoritaire, donc opérateur du champ de Sémé, paiera derrière tout ça, tout ce manque à gagner et en tout cas tous les dédommagements dus par la compagnie de forage vis-à-vis donc du gouvernement ivoirien ou en tout cas vis-à-vis de Foxtrot International pour lequel cette compagnie de forage appelée Board Drilling devait opérer dès début décembre. Donc, toute cette mafia-là est en cours. Il y a une forte incertitude sur la possibilité donc de lancer la production. Mais en tout cas, il y a aussi cette unité qui est arrivée et qui probablement, s'ils arrivent à perforer l'unité dont on parle, puisqu'ils sont arrivés à 1900 mètres à peu près de profondeur à la verticale, ils vont perforer cette zone-là et puis ils vont essayer de tester le puits. Et puis bon, derrière, ils vont peut-être lancer des bouts de production pour essayer donc d'appâter au maximum les actionnaires. L'idée derrière, c'est de les rassurer que bon, il y a du pétrole et que tout ça, ça se passe bien. Donc, il y a ça. Mais pourquoi alors nous cacher, ou en tout cas cacher à tout le monde qu'il s'agit d'une unité de production? Est-ce parce que
les superviseurs, en tout cas les représentants de l'État qui sont en mer, ne font pas leur travail. Et donc, du coup, ils peuvent se permettre là de faire venir une unité de production, de lancer la production et après de dire qu'il ne s'agit pas d'une unité de production, mais une unité de stockage. Nous, on va penser que le pétrole est stocké, mais en réalité, le pétrole issu donc des essais de pompage est peut-être stocké quelque part et envoyé dans je ne sais où. Parce que tout ça, c'est flou. C'est flou. Et on a des ingénieurs qui sont affectés, des ingénieurs quand même qui ont plus de 10 ans d'expérience, hein, qui sont dans l'administration béninoise, qu'on envoie pour faire de la supervision. Il y a 6 personnes qui sont envoyées pour faire de la supervision. Moi, je vous liste leur nom parce que l'histoire doit pouvoir garder leur nom. Chacun doit pouvoir, à un moment donné, tirer la sonnette d'alarme et taper du poing sur la table et dire ça ne peut plus se passer comme cela. Donc, REST ne peut pas informer l'administration béninoise en disant qu'on a fait venir un FSO alors qu'il s'agit d'un MOPU. Et ces gens-là qui sont des pétroliers, mais moi je ne sais pas, ils doivent pouvoir au moins faire la différence entre ce qu'on appelle un FSO et un MOPU et attirer l'attention donc de l'autorité dans un rapport, ils peuvent le faire. Bon, j'ai appris que certains parmi eux sont menacés, que d'autres sont menacés d'être jetés en mer quand ils viendront s'ils ne suppriment pas un certain nombre de choses qu'ils ont mis dans leur rapport. J'ai aussi appris que bon, d'autres ont voulu dénoncer la maltraitance donc, des Béninois qui sont sur les rigues, mais qui ont aussi été menacés de ne plus remonter. Mais parce que tout ça leur rapporte à peu près $200 par jour. Donc, eux-mêmes, ils ont une famille à nourrir. Bon, je peux dire, ok, chacun veut se sauver. Mais si chacun doit se mettre à dire, je veux sauver ma peau, je veux sauver mon salaire, je veux sauver tout ce que je gagne quand je monte en mer, on n'y arrivera à rien. Et donc, ce sont sur ces miettes-là que ces mafieux-là se basent en complicité justement avec notre compatriote M. Razak Saka qui est de l'autre côté de l'histoire, sous les conseils donc de moi, mon père, c'est comme ça que je l'appelle, hein, c'est mon père, M. Achade, qui pour le moment n'arrive pas à prendre de la hauteur et à se dégager donc de cette mêlée-là, quoi. Il est dedans. Et donc, tout ça m'énerve. Personnellement, moi, ça m'énerve, ça c'est mon sentiment. Je ne suis pas voilà, obligé de vous le dire, mais moi, je vous dis, ça m'énerve. Ça m'énerve que les Béninois soient traités comme des cons. Nous ne sommes pas des cons. Ce qui est arrivé là n'est pas un FSO. Ce qui est arrivé là, la machine qui est arrivée là, si je peux l'appeler ainsi, il s'agit d'un MOPU. Et ça, nos pétroliers béninois doivent le savoir. Alice Yantikwa, ingénieur à la direction générale des hydrocarbures et ressources énergétiques DGHR, doit pouvoir le savoir. Monsieur Charles Adjadi, lui, il est directeur d'exploration, doit pouvoir connaître, il doit pouvoir faire la différence entre un FSO et un MOPU. Monsieur Kpeitedor, ingénieur réservoir, qui connaît les plateformes, etc., et qui a même supervisé tout le scandale sur Monsieur Béné Scaphandrier avec et qui connaît les CIOP, il doit savoir que ça, il s'agit d'un MOPU. Est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'il a fait une fiche au ministère? Même si ces gars-là sont menacés, est-ce qu'ils ont pu interpeller le ministère de façon discrète pour leur dire, écoutez, il y a un rapport officiel, il y a un rapport non officiel, parce que nous-mêmes, notre vie est en danger. Pour le moment, personne ne nous sécurise. Mais voilà comment est-ce qu'on peut faire pour œuvrer pour le Bénin. Est-ce qu'ils le font? Moi, je les interpelle. J'interpelle Madame Pélagie Amouzouvi, qui est également ingénieur géophysicienne et qui est superviseur également sur la plateforme. Monsieur Agboton Joseph. Agboton Joseph, lui qui est un forain, il doit pouvoir distinguer un MOPI d'un FSO. On ne peut pas me dire que monsieur Hunaro Ambroise ne sait pas qu'il s'agit là d'un MOPI. Sinon, tous ces messieurs-là n'ont rien à faire sur cette plateforme. Ils ne supervisent alors rien. Et donc, puisqu'ils ne supervisent rien, quand ils vont se mettre en essai de production là, en espérant pour eux, moi je vais être positif pour eux, que l'horizon S6 là, à 1900 mètres actuellement, dont on pense qu'à 60%, ça va être sec, mais bon, on va supposer que c'est dans la fourchette des 40% et que du coup c'est productif pour eux, en espérant qu'ils arrivent à perforer tout ça, qu'ils lancent les essais de production. Mais est-ce que ces messieurs-là peuvent aujourd'hui nous dire que voilà, cette compagnie Reste Internationale n'est pas en train de siphonner notre pétrole? Est-ce qu'ils auront le courage demain, puisque le profit de production qui a été mis en place, il s'agit d'une production qui est complètement faite en mer, rien n'ira à terre, et donc si vous voulez suivre ce qui est produit en mer, il faut aller en mer. Et donc ce sont ces messieurs que l'État va envoyer pour faire de la supervision, et parce qu'ils courent derrière les miettes, parce que bon, je peux comprendre qu'ils se protègent et que pour leur vie aussi, ils ont peur d'être poussés dans la mer accidentellement. C'est ça, hein? C'est ce genre de menaces sérieuses qui pèsent aujourd'hui sur la tête. Et donc,
que pour ça, ils se taisent. Mais jusqu'à quand est-ce qu'ils vont se taire, ces messieurs-là? Parce que s'ils ne continuent pas à jouer à cette complicité, on n'arrivera à rien, on n'arrivera à rien, je vous le dis. Et moi, ça me révolte énormément. Donc aujourd'hui, on a une unité de production qui est en mer, qui est arrivée et qui va se charger là, peut-être, parce qu'ils ont descendu tous les Béninois. Il n'y a que moi je les appelle, je suis désolé pour eux, ce sont mes amis, c'est des poltrons qui n'ont Dieu que pour leur poche, qui sont là-bas, qui ne foutent rien et qui n'envoient même pas les vraies informations dans les rapports quotidiens qu'ils font au ministère et qui sont là-bas et qui ne foutent rien en fait du matin au soir, qui sont là-bas, qui font semblant de superviser alors qu'ils ne supervisent rien. Et moi je me demande s'ils ne sont même pas d'ailleurs en complicité avec ces compagnies-là, parce que bon, certains parmi eux sont envoyés dans des formations en Norvège, etc. Et que du coup, bon, tout ça leur rapporte des primes donc de choses là. Et donc pour ça, ils sont dans le bain et ils ne veulent pas sortir de ce petit confort-là qui sont entre des miettes pour un confort global pour tout le Bénin. Ils ne sont pas dans cette démarche-là de récupérer la ressource. Or, moi, de mon côté, à ma petite personne, je me bats pour que ces messieurs-là soient réintégrés effectivement dans leurs fonctions avec tout ce qui va comme responsabilité et comme, comment on appelle, pouvoir de décision à leur poste, parce qu'on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui qu'un directeur, que M. Charles a déjà dit, un directeur d'exploration, ne puisse pas signer une lettre, par exemple, pour faire envoyer des étudiants à qui il enseigne à qui il enseigne le pétrole pour leur faire voir de visu comment est-ce qu'on fort le pétrole, on fort le sous-sol, comment est-ce qu'on extrait le pétrole. Ça, c'est incompréhensible. Dans un pays qui se respecte, normalement, ces messieurs-là ne doivent même pas aller faire la supervision parce que ce n'est même pas leur rôle, c'est rabaissant. Mais bon, euh, qu'est-ce qu'on fera? Il n'y a pas donc d'ingénieurs recrutés en dessous. En fait, c'est des directeurs comment on appelle, sans employés derrière, ou en tout cas sans collaborateurs. Et donc, ils sont obligés de tout faire. Mais ok, mais du coup, puisqu'ils courent derrière les miettes et que les compagnies voient ça, bon, ils se disent, bon, il suffit donc de leur donner les $200 par jour et ça va. Pendant ce temps, on fait envoyer un consultant qui n'a même pas le niveau d'expérience que ces messieurs-là ont, que ces messieurs-là possèdent du moins, on leur paye $1 200 par jour et les nôtres qui font la supervision sont à $200 et déjà ils sont contents parce que c'est énorme et donc ils y vont à fond. Une unité de production frauduleuse, d'ailleurs qui date de 42 ans. Je ne sais même pas qui a validé cela parce que c'est une ferraille qui sera en permanence, en maintenance, en dysfonctionnement et donc ne pourra même pas permettre donc d'atteindre les objectifs de production annuels. Si on arrivait à produire, et même si ce n'était même pas encore le cas, en tout cas, c'est une unité qui est là clandestinement. Qui est là clandestinement, c'est même pas bon pour l'image donc du Bénin parce que le Bénin, quand les investisseurs vont s'en rendre compte, parce que nous on parle, les gens ils vont écouter l'audio, il n'y a rien à faire, ils vont se rendre compte en fait que RES a pu annoncer qu'il s'agit d'un FSO alors qu'il s'agit en fait d'un MOPU et que derrière le gouvernement donc de M. Patrice Talon, le ministère n'a rien dit pour retoquer cet argument-là. Et donc c'est ce qu'ils ventilisent tout ça donc, dans les médias, dans la sphère internationale. Et donc les gens pensent qu'en fait aujourd'hui qu'il y a un FSO et qu'il y a un MOPU qui va arriver, mais en réalité c'est le contraire. En réalité le MOPU il est arrivé, il est installé près donc du riz de forage. Et moi, je soupçonne que toute la manigance actuelle, c'est de pouvoir lancer les essais de production soi-disant et de faire venir un navire pour charger le pétrole et l'envoyer sur d'autres destinations pour le traitement et la vente clandestine. Et donc, tout ça n'est pas sérieux parce que ces messieurs, ils ont perdu beaucoup de sous, ça c'est vrai, et à cause de leur incompétence d'ailleurs. Et donc, je ne plains pas leur cas. Mais pour ça, s'ils y arrivent à commencer à voler, en tout cas, le pétrole du Bénin, ils vont nous voir tout de suite derrière. Et puis, en tout cas, je pense que ça ne se passera pas ainsi, ça ne se passera pas aussi facilement. On va veiller à ce que tout soit rétabli et que toute la vérité soit dite. J'interpelle Madame Amélina Suzanne, j'interpelle Monsieur Agli, Monsieur Basile, le SG. Bon, tous ceux-là sont au ministère. Monsieur Laoué, hein, j'interpelle ces messieurs-là, le DGSNHB, monsieur Yari Sifou et monsieur Achille Adenia, DGHRE. Tous ces messieurs-là, je les interpelle parce qu'ils écoutent les audios, je les transfère ça directement dans leur inbox, ils vont recevoir cela et demain, ils ne pourront pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Qu'il s'agit en réalité d'un MOPU et que c'est un faux communiqué, je joue vraiment ce communiqué-là et que du coup, ils doivent prendre les responsabilités pour démentir et rétablir l'image donc, du Bénin. Et donc, bon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, l'image du Bénin peut-être donc de Patrice Talon,
Mais en réalité, il s'agit donc de l'image de tous les Béninois, parce que pas de Patrice Talon lui-même. Donc voilà. Et je me suis défoulé un tout petit peu. Là, ça va. Je reprends un peu mon énergie là. Je vous annonce pour finir une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle concernant donc un recrutement qui est en cours, toujours pour les mêmes opérations. En tout cas, là, il y a une partie donc, de nos dénonciations qui ont été prises en compte. En tout cas, M. Achade, c'est quelqu'un, il faut le dire, hein, malgré nos divergences d'idées, c'est quelqu'un, sur le point de vue professionnel, hein, sur le point de vue personnel, c'est quelqu'un avec qui voilà, j'ai de très bonnes relations. Et puis, je ne vous cache pas qu'il m'a, malgré les dénonciations, malgré tout ce que je dis hein, contre lui, il m'a souhaité les condoléances quand j'ai perdu mon père hein, en novembre, là, pour l'enterrement et tout. Donc, voilà, c'est un monsieur qui monte au-dessus à certains niveaux et du point de vue relationnel. euh, voilà, il ne mélange pas les divergences du point de vue qu'on a, du point de vue professionnel à nos relations personnelles. Donc, voilà. Ça, c'est à son honneur. Et donc, une fois que j'ai dit ça, je voulais également le féliciter parce qu'il a pris l'initiative, parce qu'il a compris en fait finalement le combat. Il a pris l'initiative de mener le recrutement qui est en cours pour le personnel, pour un certain nombre de personnels qui seront affectés au cours donc de la production. Et il a fait en sorte que cette fois-ci, ce soit uniquement des Béninois qui soient recrutés. Moi, ça, c'est mon combat et donc c'est pour ça que je le félicite. Donc, quand il fait du bon, du bien, même du point de vue professionnel, j'ai le droit de le dire, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Et, mais quand il est aussi dans les dérives, il faut avoir toute la lucidité de le dire. Et c'est pas parce qu'on a de très bonnes relations personnelles qu'il faut cacher cela au peuple. Parce que moi je ne travaille pas pour des individus, je travaille pour le peuple. Voilà. Donc, ce monsieur il est en train de conduire actuellement des entretiens. Alors, j'ai pas encore, je vous ferai le point après, hein, je ne sais pas qui sont ceux-là qui sont sélectionnés. Parce qu'il faut le dire aussi, il faut sélectionner de la compétence. Est-ce que c'est des gens qui sont proches à lui? Est-ce que c'est des membres de la famille? En tout cas, les membres du gouvernement. Si du point de vue notre combat, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait que des Béninois qui soient sélectionnés, on peut dire qu'on a gagné. C'est là-dessus que je dis qu'on a gagné. Mais après, notre combat aussi, c'est de faire en sorte que ceux-là qui doivent être intégrés dans ce projet-là, soit des gens qui ont de la compétence, soit c'est des gens qui méritent. Et si on prend des gens qui n'ont aucune compétence et que derrière, il y a un plan de formation qui est visé, oui, ça, il n'y a pas de problème. Ouais, ça ne pose aucun problème d'avoir des gens qui n'ont aucune compétence, mais qu'on prend et qu'on les forme en bonne et due forme et avant de les réintégrer. Oui, ça ne pose aucun problème, même si c'est les leurs. Pourvu que ce soit des Béninois, ce sur quoi on a senti notre combat. Mais à l'étape actuelle, je dis Béninois, je préfère incompétent ou même pas incompétent, autant que c'est un Béninois, moi, déjà, je peux pousser un ouf de soulagement, c'est satisfaisant. Après, derrière, on passera à la deuxième étape qui serait forcément donc de pousser à ce que ce soit des Béninois compétents, que ce ne soit pas du clanisme tel qu'on le connaît actuellement au Bénin, et tel que ça se fait sur les 6 ingénieurs qui ont été envoyés en mai, côté géologie. Côté géologie, je ne vous cache pas, hein, c'est des Béninois, j'en suis fier, mais c'est des Béninois pris sur la volée comme ça, par clanisme. Sur ce dossier, je reviendrai un peu plus tard, parce que je vais dire aussi, je vais vous dire quel était le rôle des responsabilités, la responsabilité de chaque géologue euh, dans l'échec donc de ce projet-là, dans ce qui est appelé aujourd'hui BHA bourré, BHA cimenté dans le puits, 2 milliards de francs perdus 2 fois, donc ça fait 4 milliards au total cimentés dans un puits qui aurait pu servir à d'autres projets très intéressants. Mais en fait, je vais vous dire le rôle donc, de chacun de ces géologues là-dedans. Quoi. Donc, mais si cela pour plus tard, actuellement, ce qui est important, c'est de pouvoir révéler à tout le monde qu'il s'agit en fait d'un MOPU et non d'un FSO, et que probablement cela cache plusieurs choses, hein, dont cacher la vérité aux actionnaires, montrer qu'on travaille, faire en sorte que on puisse produire au Bénin, qu'on puisse transporter le Bénin en toute discrétion, voilà, donc en complicité avec certains Béninois corrompus
Et ce qui m'importait aussi, c'est de dire quand même merci à M. Achade qui a quand même entendu nos cris de cœur et qui fait en sorte de réparer les torts qu'il a créés, toute la trahison auquel il s'est également mêlé contre les Béninois en faisant en sorte que, bon, voilà, en ne jouant pas de son poids pour que les Béninois soient privilégiés dans ceux qu'on envoie sur la mer, les travailleurs spécialisés qu'on envoie sur la mer. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, il faut dire, on en a plus d'une centaine. Si on veut, on peut les trouver. Déjà, eux-mêmes, ils avaient déjà pris 52. Et puis, brusquement, sur les 52, finalement, c'est 8 personnes qu'ils ont pris. Donc voilà. Sur les 52 qu'ils avaient officiellement recrutés et qui s'étaient prêts à déployer, finalement, c'est 8 qu'ils ont appelés pour le déploiement. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est des gens quand même qui sont compétents et qui normalement devaient pouvoir faire l'affaire. On devait pouvoir les envoyer en mer pour remplacer tous ces étrangers, tous ces Sénégalais, tous ces Congolais, tous ces Ivoiriens qui sont aussi nos frères, avec qui moi j'ai aucun souci. Mais quand il s'agit donc de pétrole, quand il s'agit de ressources non renouvelables, chaque pays en fait adopte une stratégie donc de conservateur. Et quand vous allez au Sénégal, vous ne pouvez pas être dans un projet pétrolier sénégalais si vous n'avez pas la nationalité sénégalaise. C'est comme ça et c'est dans tous les pays. C'est pas le Bénin. Peut-être que nous on le découvre comme ça, mais dans ce panafricanisme aussi, il y a aussi des courants conservateurs et puis il y a aussi tout ce qui est stratégique qui doit rester dans les girons donc ou en tout cas qui doit être uniquement la discrétion donc des nationaux. Et donc le pétrole en fait partie, les mines aussi en font partie, l'énergie aussi, je pense bien. Mais et du coup, tous les pays s'emploient à appliquer cela. Donc c'est d'autant plus révoltant pour moi de voir que les Béninois s'emploient à écarter un certain nombre de Béninois et que même quand on arrive à prendre un ou deux Béninois, on fait en sorte au final de leur payer des salaires de misère. Hein. On divise leur salaire par deux, comparé à ce qu'ils gagnaient il y avait 10 ans, alors qu'on n'a même pas pris en compte donc, toute l'inflation qu'il y a eu de la période de 2015 à maintenant. Donc tout ça, ça énerve. Voilà. Je voulais vous faire ce point et donc dénoncer l'arrivée donc du MOPU, ce communiqué frauduleux, et également vous parler, ah oui, j'oubliais aussi, hein, bon, je n'en ai pas parlé, mais je vais le mettre dans mon test là, d'une visite hier hein, du RIG. Bon, tout ça, on ne sait pas ce que ça cache. Est-ce que ça cache le fait qu'on a déjà déployé des étrangers pour en fait finaliser l'installation? Déjà, on a fait venir des Norvégiens qui sont partis à peu près une dizaine de jours. Oh, hier, il y a eu plusieurs tours à la fois sur le RIG et sur le RIG GED et la plateforme, le MOPU, Stella Energy 1, qui doit servir donc de production. On a appris qu'il y a une délégation de VIP, mais on n'a pas encore confirmé parce qu'on n'a pas encore eu la liste donc de ceux-là qui ont été déployés. Est-ce que c'est une délégation VIP du Bénin uniquement? Est-ce que c'est une délégation y compris des étrangers? Est-ce qu'il y a des travailleurs à bord? Est-ce qu'ils sont en train d'envoyer discrètement les gens pour commencer à installer tout et à démarrer les essais de production, quitte à faire venir la nuit des navires et à charger tout ça et à les vendre discrètement? Donc, on suit tout ça de près et en tout cas, moi, je voulais quand même vous faire le point là-dessus et pour qu'aujourd'hui, ou en tout cas demain, qu'on ne puisse pas dire que oui, on ne savait pas et que ceux-là qui sont envoyés en mer, qui sont les yeux donc de l'État, ne font pas leur rôle parce que, bon, ils craignent pour leur vie et aussi, ils courent derrière des miettes parce que ce sont des miettes. Ils méritent mieux que ce qu'on leur paye. En temps normal, ce n'est pas 200 $. Hein. C'est minimum dans les 1200 $ au même titre que les géologues, que consultants, que des étrangers que restent en voie en mer. Donc, ces messieurs se pètent royalement notre pétrole, donc 1200 $ par jour.
ces étrangers consultants-là, pendant que nos superviseurs béninois sont à $200 par jour. Et ça, là, ça leur suffit, ça suffit énormément. En tout cas, ça leur rentre tellement dans les yeux qu'ils sont incapables de faire des très bons rapports au ministère, de dire la vérité, rien que la vérité de tout ce qui se passe en mer. Je soupçonne même parce que on en a vu certains rapports dans lesquels ils n'ont pas mentionné toute la vérité sur comment est-ce que le BHA est arrivé jusqu'à se coincer dans le trou et que probablement ils sont aussi en complicité actuellement pour que le rapport soit amoindri afin que si jamais il y a vente du pétrole demain, les 4 milliards que RES et Octogone, M. Razak sont allés, de par l'incompétence, coincés dans les trous, leur sont remboursés sur le pétrole béninois. Donc tout ça n'est pas du tout sérieux et il faut le dénoncer vigoureusement et violemment. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté. Bonne suite de journée à vous.